Pour nous rendre au nord du Péloponnèse, nous devons franchir le canal de Corinthe. Il est long de 6 km, large de 25 mètres, pour une profondeur de 8 mètres. Les falaises ont une hauteur de 80 mètres. Notre hôtel se trouve dans le petit village de Longos, non loin de Patras, troisième ville de la Grèce. La plage de l'hôtel donne sur le golfe de Corinthe. Une promenade à travers les vergers d'agrumes nous conduit au petit village de Longos. Une petite chapelle, comme l'on en voit souvent au bord des routes, indique qu'à cet endroit un accident a eu lieu. Certaines chapelles annoncent la proximité d'une église. L'église orthodoxe a fière allure. Le soir, face à l'hôtel, un bateau de croisière illuminé franchit le golfe de Corinthe. Pour aller à Delphes, nous prenons le bac à Rio. Nous traversons le passage de 2 km entre les golfes de Patras et de Corinthe. Un pont en construction remplacera dans quelque temps le bac. De l'autre côté, nous débarquons dans le port d'Andirio. Le port était défendu par le château de Roumélie, bâti par les Vénitiens. Nous traversons une région agricole avec des plantations d'oliviers et de cultures maraîchères. La route en corniche longe la mer, surplombant des baies et des plages. Nous apercevons de temps à autre
des fermes aquacoles pour l'élevage des poissons. Nous passons près d'une mine de bauxite à la couleur caractéristique ocre rouge. La route surplombe des plantations d'oliviers si importantes qu'elles sont appelées mers d'oliviers. Des canaux d'irrigation acheminent l'eau pour arroser les cultures. Nous arrivons au site antique de Delphes. Les ruines s'accrochent sur la pente du massif du Parnasse, entourées par les rochers des Phédriades, hauts de 250 à 300 mètres. D'après la légende, Delphes fut fondée par le dieu Zeus. Le sanctuaire aurait été créé 2000 ans avant Jésus-Christ. Il était d'abord lieu de culte à Gé, la déesse Terre, et à sa fille Thémis. Une fissure dans le rocher laissait échapper des vapeurs. C'est là que se cachait la déesse. Vers le XIIe siècle avant Jésus-Christ, Apollon, dieu de l'Olympe, aurait éliminé les divinités. Au VIe siècle avant Jésus-Christ s'ajoutèrent le culte d'Athéna et de Dionysos. Ce fut la grande époque de Delphes qui reçut de nombreux pèlerins. L'agora a été réaménagée par les Romains. On reconnaît leur style sur le mur de briques. Sur le côté s'étendait un portique ionique qui abritait les boutiques de pèlerinage. La voie sacrée conduit au temple d'Apollon. Les trésors étaient de petits édifices en forme de temple, construits par les cités grecques pour recevoir des offrandes. Le trésor des Athéniens est un temple dorique en marbre blanc du 5e siècle avant Jésus-Christ. Sur le rocher de la Pythie, une prêtresse du sanctuaire était chargée de recevoir les réponses d'Apollon aux questions des pèlerins. Le long du mur polygonal du temple d'Apollon se dressent les colonnes du portique des Athéniens.
Les vestiges du temple d'Apollon datent du IVe siècle avant Jésus-Christ. Ce temple dorique de 60 mètres de long et 24 mètres de large avait des colonnes de 12 mètres de haut. Le fronton et les murs étaient décorés de sculptures, dont le fameux aurige qui se trouve au musée. Le temple possédait plusieurs statues de divinités, entre autres celles d'Homère et d'Apollon. Le théâtre date du IVe siècle avant Jésus-Christ. Il a été remanié par les Romains. Sur 35 rangées de gradins pouvaient s'asseoir 5000 spectateurs venus assister au festival en l'honneur du dieu. Le stade, créé au IIe siècle avant Jésus-Christ, dans le bois de conifères, ne possédait que des gradins en terre soutenus au sud par un mur. Au IIe siècle après Jésus-Christ, Hérode Atticus fit construire les gradins en pierre et une porte monumentale. Le stade pouvait recevoir 6500 personnes. La piste a gardé ses lignes de départ et d'arrivée, distantes de 178 mètres. Le musée de Delphes rassemble les œuvres d'art découvertes sur le site au cours des fouilles. Le sphinx ailé de la colonne des Naxos attire l'attention dans la salle du trésor de Sipnos. Sur les murs sont disposés des éléments de la frise du trésor, sculptés au VIe siècle avant Jésus-Christ, dans du marbre de Paros. Dans la salle des Kouros, 2 statues représentent les jumeaux Cléobis et Biton. Le fronton est du temple d'Apollon représente l'épiphanie d'Apollon. Dans la salle des danseuses, un groupe de 3 danseuses du IVe siècle avant Jésus-Christ surmonte un chapiteau à feuilles d'acanthe. Statue en marbre d'Antinoüs, favori de l'empereur Adrien. La salle de l'aurige de Delphes renferme l'une des plus belles statues grecques de la fin de l'époque archaïque, datée de 478 avant Jésus-Christ. Ce conducteur de chars en bronze représente le quadrige de chars victorieux aux Jeux olympiques. La statue mesure 1,80 m. Elle serre entre ses mains les rênes des chevaux. Par un petit chemin, nous accédons au sanctuaire d'Athéna Pronaia, datant du VIe siècle avant Jésus-Christ. C'était une première étape pour les pèlerins avant de gagner la fontaine sacrée de Castalie et de procéder aux ablutions. Cette fontaine n'est plus accessible. Ils arrivaient ensuite au temple d'Apollon dans la colline. Le tholos, rotonde entourée de colonnes surmontées d'un entablement, a été élevé au IVe siècle avant Jésus-Christ, en hommage à la terre-mère G. Un chemin pentu conduit aux terrasses supérieures du gymnase qui date du IVe siècle avant Jésus-Christ.
Nous sommes sur le chemin de retour et allons prendre le bac dans le petit port de Saint-Nicolas. Nous nous préparons à débarquer au port d'Eguio, ville proche de l'hôtel. En route pour Olympie, nous traversons une plaine fertile avec des cultures fruitières, maraîchères et vinicoles. C'est dans cette région que sont produits les raisins de Corinthe. Nous arrivons à la ville moderne d'Olympie et nous faisons une promenade dans les rues. Les vestiges antiques d'Olympie s'étendent dans une plaine verdoyante dominée au nord par le mont Crognon. À l'origine, le site était un bois sacré, l'Altis, auquel succéda un sanctuaire dédié à Cronos, fils du ciel et de la terre et père de Zeus. Ensuite, Zeus, maître de l'Olympe, supplanta Cronos. Une légende raconte que le roi de la région imposait au prétendant de sa fille une course de chars. Pélops gagna la course et tua son beau-père pour régner sur le Péloponnèse. Une autre légende raconte qu'Héraclès, fils de Zeus, aurait restauré les concours de gymnastique et d'athlétisme en l'honneur de Pélops. Du temple des rats, il subsiste les vestiges des soubassements et quelques colonnes. Il avait été bâti vers 600 avant Jésus-Christ sur un plan oblong. L'exèdre d'Hérode Atticus avait été édifié en 160 après Jésus-Christ. Il était composé de 2 bassins, l'un comportait 2 fontaines dont il reste une vasque. Les Jeux olympiques remontent au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ils avaient lieu tous les 4 ans et pendant les Jeux, une trêve d'1 mois était observée. Athlètes et spectateurs affluaient vers Olympie. En 398, Théodose fit fermer les sanctuaires et interdit les Jeux. Dans le stade olympique, on peut encore voir les lignes de départ et d'arrivée distantes de 192 mètres. Il pouvait accueillir 200 000 personnes, uniquement des hommes, qui prenaient place sur les talus en terre battue. Le temple de Zeus
aurait été tracé par Héraclès. Il formait un carré de 200 mètres de côté. Bâti au 5e siècle avant Jésus-Christ, il a été agrandi par les Romains. Il a subi de nombreuses transformations au cours des siècles. L'édifice de style dorique avait des dimensions approchant celles du Parthénon. Les frontons étaient ornés de sculptures évoquant la course de chars de Pélops et les travaux d'Hercule. Le sol était revêtu de dalles et de mosaïques. Dans la cella se dressait la statue de Zeus olympien de 13,50 m de haut, sculptée par Phidias. Le Léonidaion était une hôtellerie construite au IVe siècle avant Jésus-Christ par Léonidas de Naxos. Les chambres étaient disposées autour d'un atrium. L'église paléochrétienne a été construite sur les fondations de l'atelier de Phidias. La palestre, double rangée de colonnades, était une salle de sport carrée de 66 mètres de côté. Les athlètes s'entraînaient dans la cour. Le site fut abandonné après 398. Il a subi au VIe siècle des tremblements de terre qui entraînèrent l'éboulement du mont Cronion. Le temple de Zeus fut enseveli. La rivière Alphée sortit de son lit et recouvrit d'alluvions la partie ouest du sanctuaire. Il fut peu à peu recouvert de 3 à 4 mètres de terre. Les premières fouilles datent de 1829. Le musée abrite des œuvres trouvées sur le site. Le fronton est du temple de Zeus, avec la statue de Zeus au centre, raconte la préparation de la course de chars entre Pélops et son beau-père. Sur le fronton ouest du temple de Zeus, Apollon, haut de 3 mètres, est entouré de part et d'autre par les centaures tentant d'enlever les femmes du royaume lapite. La statue de la Victoire du 5e siècle avant Jésus-Christ avait été érigée près du temple de Zeus. La statue de Zeus enlevant Ganymède a été réalisée en terre cuite vers 470 avant Jésus-Christ. La statue de l'Hermès de Praxitèle date du IVe siècle avant Jésus-Christ. Elle a été trouvée dans le temple d'Héra. Hermès, messager des dieux, porte l'enfant Dionysos, fils de Zeus, qu'il va remettre aux nymphes, hors de portée de la jalousie d'Héra. Dans cette salle, les statues ont été sculptées par des Athéniens. Elles sont d'époque hellénistique ou romaine.
Des bronzes, ex-voto et statuettes du sanctuaire ont été découverts dans les fouilles. Sur le chemin de retour vers Patras, nous traversons la plaine aux nombreuses serres de culture maraîchère. À Patras, l'église Saint-André-la-Neuve a été achevée en 1979. C'est un important lieu de pèlerinage. Elle abrite un reliquaire de la croix de Saint-André crucifié à Patras et possède un impressionnant lustre en bois sculpté. La région de Patras est fertile, plantée d'arbres fruitiers. Les oliviers occupent une grande place, ainsi que les citronniers et les orangers, mais les vergers d'agrumes ne sont plus exploités. Le climat favorise aussi la culture de quelques figuiers. Sur le golfe de Corinthe, le trafic de bateaux n'est pas très intense, à cause de l'étroitesse du canal de Corinthe. Il ne passe que quelques caboteurs et paquebots de croisière. Nous quittons le bord de mer et prenons la route en lacet qui grimpe dans les massifs pouvant dépasser 2000 mètres. Par la route panoramique, nous atteignons le monastère d'Agia Lavra, fondé en 961. Il a été rendu célèbre par l'archevêque Germano de Patras, qui se révolta contre les Turcs en 1821.
Le monument de l'indépendance a été édifié sur une éminence. Il domine le monastère et des villages. Kalavryta est une petite station estivale située à 700. Ce village est relié à la côte par un petit train à voie étroite. Ce train à crémaillère traverse des gorges étroites et sombres avant d'atteindre la gare de Kalavryta. Un imposant mémorial perpétue le souvenir du 13 décembre 1943. Ce jour-là, les nazis détruisirent la ville, foyer de la résistance, et y massacrèrent 1436 habitants mâles âgés de plus de 15 ans. Le monastère Mégaspiléo apparaît au pied d'une falaise dans un site sauvage. Incendié en 1934, il a été remplacé par un bâtiment de 7 étages. Il a été fondé par 2 ermites après qu'une bergère ait découvert une image de la Vierge dans une grotte.